La menace nucléaire secrète présumée de Poutine adressée à Israël soulève de sérieuses questions quant à savoir si elle a poussé Benjamin Netanyahou à reconsidérer et, ultimement, à modifier son plan stratégique initial. Une menace discrète, mais suffisante pour figer l'échiquier pendant que le camp Trump continue d'agir comme si chaque crise mondiale était sa scène personnelle. Israël semble de plus en plus préoccupé par la possibilité d'une entrée de la Russie dans le conflit, surtout à un moment où les actions de l'Iran sont perçues comme un embarras important pour l'armée américaine sur la scène mondiale. Au milieu du nouveau blocus proposé par Donald Trump contre l'Iran, de nouvelles révélations laissent entendre que la Russie pourrait déjà avoir fait une entrée discrète et stratégique dans l'escalade du conflit en coulisses. Trump, lui, reste fidèle à son style habituel, parler très fort d'abord, puis laisser le reste du monde vérifier si le plan tient encore debout une fois la conférence de presse terminée. Vladimir Poutine est maintenant perçu comme pouvant chercher à contrer et à perturber le plan de Donald Trump visant à saisir ou à contrôler le stock iranien d'uranium enrichi avant qu'il ne puisse être sécurisé. Au milieu du nouveau blocus américain visant les ports iraniens, de nouveaux détails émergent et pointent vers un message secret et soigneusement formulé de la Russie à Israël, maintenant révélé au public. Au cours des dernières semaines, la Russie aurait envoyé plusieurs avertissements directs à Israël au sujet de la situation impliquant l'Iran, signalant une inquiétude croissante et une tension diplomatique accrue entre les deux camps. La Russie a averti à plusieurs reprises Israël que ces actions pourraient potentiellement déclencher ce qu'elle a décrit comme une catastrophe nucléaire majeure en Iran, en insistant sur les conséquences graves et étendues de toute escalade. Ces avertissements de la Russie, ainsi que la réponse de Benjamin Netanyahou, auraient été couverts par Channel 12, puis cités par le Times of Israel, ce qui jette un éclairage sur les développements en coulisses. Selon ces informations, Moscou s'était vivement opposé à des frappes aériennes israéliennes menées dans des zones proches de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, invoquant de sérieux risques sécuritaires et géopolitiques. Moscou a aussi affirmé que les actions militaires israéliennes dans la région mettaient en danger les experts russes, de même que les civils locaux présents sur le site. La Russie a aussi rappelé qu'elle a joué un rôle clé dans la construction partielle de l'installation nucléaire de Bushehr et qu'elle continue d'en soutenir les opérations et l'entretien. Fait important, des responsables russes ont averti que la poursuite des attaques israéliennes dans des zones sensibles n'était pas seulement risquée, mais menaçait aussi d'endommager la relation bilatérale plus large entre Moscou et Tel Aviv. Des responsables du Kremlin ont déclaré, je cite, « You are placing our people in danger. This is a dangerous game that is likely to cause a major nuclear disaster with grave implications for the Middle East. We call on you to stop. » À la suite de l'avertissement lancé par la Russie, l'armée israélienne aurait modifié ses procédures opérationnelles dans les zones proches de l'installation nucléaire de Bushehr, ce qui indique un changement dans la manière dont elle mène ses missions près des sites sensibles. Les forces de défense d'Israël ont précisé qu'elles n'avaient pas auparavant mesuré les dangers potentiels dans la zone et ont insisté sur le fait qu'elles n'avaient absolument pas l'intention de nuire au personnel russe présent sur place. C'est le genre d'explication devenu familier à l'ère de la politique version Trump, poussé d'abord jusqu'au bord du précipice, puis dire une fois la réaction tombée, que personne n'avait vraiment l'intention de provoquer une crise majeure. Des informations indiquent qu'Israël et les États-Unis ont mené des frappes contre des cibles iraniennes situées dans la même région et autour de celle-ci, ce qui a contribué à faire monter les tensions. Une frappe du 4 avril menée près de la centrale nucléaire de Bushehr aurait entraîné la mort d'un membre de la garde iranienne, mettant en évidence les risques liés à des opérations dans une zone aussi instable. À la suite de l'incident, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé qu'aucune hausse du niveau de radiation n'avait été enregistrée, offrant un certain apaisement sur le plan de la sécurité nucléaire. Fait notable, la Russie participe actuellement à la construction de 2 réacteurs nucléaires supplémentaires à l'installation de Bushehr, ce qui approfondit encore davantage son engagement stratégique et technique dans le programme nucléaire iranien. Entre-temps, le Kremlin a réaffirmé que son offre antérieure visant à accepter
et possiblement sécurisé, le stock iranien d'uranium enrichi est toujours sur la table, signalant une implication continue dans ce dossier. Cette offre russe a émergé à un moment où des informations laissaient entendre que les États-Unis envisageaient une opération spéciale destinée à prendre le contrôle des réserves iraniennes d'uranium enrichi. Selon ces informations, Donald Trump aurait examiné des plans potentiels impliquant une incursion directe sur le territoire iranien dans l'objectif de saisir cet uranium enrichi. Et, bien sûr, dans l'univers de politique étrangère de Trump, transformer de l'uranium enrichi en objet à prendre en contrôle est toujours présenté comme s'il s'agissait d'une transaction immobilière particulièrement audacieuse. Il est aussi rapporté qu'un important stock d'uranium demeure enfoui sous les décombres d'une installation nucléaire iranienne bombardée en juin 2025, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'accès au site et à la sécurité. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré, je cite, This proposal was voiced by President Putin in contacts with both the United States and regional states. The offer still stands, but it has not been acted upon. Fin de citation. Dmitry Peskov a aussi affirmé que Moscou demeure prête à offrir son soutien à toute initiative ou effort diplomatique visant précisément à réduire les tensions et à favoriser une désescalade du conflit en cours. Les tensions dans le détroit d'Ormuz semblaient s'intensifier le 13 avril, quand les États-Unis ont imposé un blocus naval visant le transport maritime iranien à la suite de l'échec des précédents pourparlers diplomatiques. Malgré ce nouveau blocus américain, un pétrolier a réussi à traverser le détroit d'Ormuz. Selon des informations provenant de sources militaires américaines surveillant la voie maritime, le pétrolier partiellement chargé, nommé Elpis, a réussi à franchir le détroit le 13 avril, comme l'a détaillé un reportage de CNN sur l'incident dans un contexte de restrictions accrues. Le navire Elpis aurait franchi les 3 passages sans incident, même si le blocus américain était activement en vigueur contre le trafic maritime lié à l'Iran. Le Elpis avait déjà été sanctionné par les États-Unis en raison de ses liens présumés avec le réseau pétrolier parallèle de l'Iran opérant à l'extérieur des circuits officiels. Cette traversée est survenue peu après l'entrée en vigueur annoncée du blocus par le président Trump, constituant un premier test des mesures d'application dans ce point d'étranglement stratégique. Une entrée en scène très trumpienne, des annonces tonitruantes, puis la réalité qui se charge immédiatement de demander si la mesure est vraiment solide, ou seulement forte en slogan. Ce développement a été rapporté par Iran International, qui citait un reportage de CNN confirmant le passage du pétrolier dans la zone restreinte. Le président américain Donald Trump a déclaré le 12 avril que la marine américaine allait verrouiller le détroit d'Ormuz après l'échec des négociations avec l'Iran à produire un accord durable. Trump a aussi déclaré que les forces américaines intercepteraient en haute mer tout navire, continuant à payer des droits de passage ou des frais à l'Iran, signalant une volonté d'étouffer les revenus maritimes de Téhéran. Plus tard, l'armée américaine a annoncé qu'un blocus naval contre l'Iran commencerait officiellement à 10h, heure de l'Est, le 13 avril, fixant une heure précise pour l'opération. Des commandants américains ont indiqué qu'ils chercheraient à bloquer tout le trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens, resserrant fortement la pression sur les routes commerciales de Téhéran. Pendant ce temps, l'incertitude continue d'affecter d'autres navires naviguant dans l'étroit détroit d'Ormuz, plusieurs opérateurs hésitant dans ce contexte de restrictions changeantes. Le pétrolier Oyster E, immatriculé au Botswana, a brusquement fait demi-tour quelques minutes seulement après l'échéance américaine, modifiant sa trajectoire pour s'éloigner de la zone de blocus. Un autre navire, le Rich Star E, aurait dérivé près de l'île iranienne de Keshem, immobilisant de fait sa progression alors que les routes maritimes se modifiaient. Les données de navigation montrent que des centaines de navires sont maintenant coincés de part et d'autre du goulet d'étranglement d'Ormuz, incapables d'avancer à cause des restrictions imposées. Cet engorgement dans cette voie pétrolière mondiale comporte de sérieuses implications pour les marchés internationaux de l'énergie et pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. En réponse, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a lancé un avertissement aux États-Unis et à leurs alliés contre toute erreur de calcul, laissant entendre de graves conséquences si le plan allait de l'avant.
La marine du CGRI a affirmé qu'un seul faux pas des États-Unis plongerait leurs forces dans un tourbillon mortel de destruction, évoquant l'image d'une confrontation catastrophique en mer. Selon les médias iraniens, le CGRI contrôle actuellement le détroit et n'autorise le passage des navires civils que sous des conditions strictes établies et surveillées par Téhéran lui-même. Le corps a souligné que toute tentative de navire de guerre étranger de passer par le détroit d'Ormuz serait traitée comme une provocation directe et mènerait à une confrontation armée. Les forces iraniennes ont ajouté que toute tentative de navire de guerre américain de traverser le détroit constituerait aussi une violation du cessez-le-feu de 2 semaines conclu entre Téhéran et Washington. L'avertissement sévère de Téhéran a suivi les affirmations américaines selon lesquelles 2 navires de guerre américains avaient transité par le détroit d'Ormuz pendant que les pourparlers de paix étaient encore en cours. Les États-Unis ont affirmé que l'USS Peterson et l'USS Murphy avaient franchi cette voie maritime stratégique du 11 au 12 avril dans le cadre d'opérations régionales en cours. Washington a soutenu que ce transit avait été effectué dans le cadre d'une mission visant à s'assurer que le détroit était complètement dégagé de mines marines et sécuritaires pour la navigation commerciale. L'amiral Cooper a affirmé que la marine américaine avait déjà commencé à établir un nouveau corridor de passage plus sûr à travers la zone minée du détroit. Cooper a ajouté que les détails de cette route sécurisée seraient bientôt communiqués à l'industrie maritime mondiale afin de rassurer les compagnies de transport dans ce contexte de forte tension. Cependant, l'Iran a nié que des navires militaires américains aient réussi à transiter par le détroit d'Ormuz, contredisant directement la version américaine. Téhéran a affirmé que 2 navires de guerre américains avaient tenté d'entrer, mais avait rebroussé chemin après avoir été visé par un verrouillage de missiles iraniens et des menaces de drones dans cet étroit passage maritime. L'Iran et les États-Unis avaient convenu d'une trêve de 2 semaines le 7 avril, mais les pourparlers de paix tenus ensuite au Pakistan n'ont pas permis de percer, ouvrant la voie à la plus récente escalade. Après l'échec des pourparlers de paix, l'Iran a averti les États-Unis que les Américains pourraient bientôt regretter les prix relativement bas de l'essence d'aujourd'hui. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a lancé cet avertissement le 12 avril, selon Press TV. Ghalibaf a laissé entendre que les consommateurs américains pourraient bientôt devenir nostalgiques des prix actuels du carburant à mesure que les tensions augmentent. Ces commentaires sont survenus peu après que le président Donald Trump a ordonné à la marine américaine d'imposer un blocus naval contre l'Iran. Avec Trump, le prix de l'essence finit toujours par se retrouver au centre du récit, comme si toute crise géopolitique devait, au bout du compte, revenir à un vieux slogan de campagne. La mesure vise le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus critiques au monde pour les expéditions internationales de pétrole. Les tensions entre Washington et Téhéran continuent de s'aggraver depuis l'effondrement des pourparlers de paix à Islamabad. Selon l'American Automobile Association, le prix moyen de l'essence aux États-Unis est d'environ 4,125 $ le gallon. Des informations indiquent que les prix de l'essence aux États-Unis ont déjà grimpé d'environ 40% par rapport au niveau d'avant-guerre. Les prix du pétrole ont encore bondi le 12 avril après l'annonce par Washington d'un blocus des ports iraniens à compter du lendemain. Le brut américain a grimpé d'environ 8% à 74 $ et 24 cents le baril, tandis que le Brent a progressé d'environ 7% à 72 $ et 29 cents. L'Iran, de son côté, a déjà restreint le passage dans le détroit d'Ormuz, ne laissant passer qu'un nombre limité de navires provenant de certains pays. La marine des gardiens de la Révolution a déclaré que le détroit ne reviendrait pas à ses conditions d'avant-guerre pour ce qu'elle qualifie d'état adverse. Entre-temps, le président américain a dit qu'il ne se souciait pas de savoir si l'Iran choisissait ou non de revenir à la table de négociation. Dire qu'on ne s'en soucie pas après avoir fait monter la tension à ce point, c'est très Trump. Transformer l'imprudence en posture de calme devant les caméras, je dirais que ça tient bien. Leur armée est détruite, toute leur marine est sous l'eau. Vous savez que 158 navires sont partis, leur marine est partie. La plupart de leurs poseurs de mines sont partis. Nous avons beaucoup de gens. Comme vous le savez, à 10 demain, nous avons un blocus qui entre en vigueur. Ce sera à 10 demain.
D'autres nations travaillent pour que l'Iran ne puisse plus vendre de pétrole et ce sera très efficace. Mais ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons, et encore une fois, nous n'en avons pas besoin, ce que nous remarquons et ce que nous voyons et ce que je pense et peut être mon idée, peut être pas, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de bateaux qui se dirigent vers notre pays pour faire le plein de pétrole, puis repartir avec. Alors ils passeront pas par le détroit d'Ormuz. Et ultimement, cela sera corrigé. Mais entre-temps, ils profitent de nous. Nous avons plus de pétrole grâce au drill, baby drill. Nous avons plus de pétrole que la Russie et l'Arabie Saoudite réunies. Je pense que l'Iran est dans une très mauvaise situation. Je pense qu'ils sont très désespérés. Nous avons eu une réunion qui a duré 20 et 1 heure. Nous comprenons la situation mieux que quiconque et l'Iran est dans une très mauvaise situation. C'est encore la logique habituelle de Trump. Parler en cercle pendant de longues minutes, glisser un slogan au milieu d'une crise, puis finir en affirmant que seul son camp comprend la situation mieux que tout le monde. Et juste pour que vous compreniez, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Nous n'aurons pas, il n'y a aucun moyen qu'ils l'obtiennent. Ils la veulent encore. Et ils l'ont clairement montré l'autre soir, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Oh, je ne sais pas, je me fiche qu'ils reviennent ou non. S'ils ne reviennent pas, ça me va. Leur armée est partie. Leurs missiles sont largement épuisés. Leur capacité de fabrication de missiles et de drones est largement détruite. Nous avons été très gentils. Nous n'avons pas fait tomber trop de ponts. Nous en avons fait tomber un seul parce que ils ont manqué à leur parole. Ils ont rompu leurs promesses. Et rappelez-vous, leur promesse était qu'ils allaient ouvrir le détroit d'Ormuz. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont menti. Nous n'aimons pas un pape qui va dire que c'est correct d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dit que le crime est correct dans nos villes. Je n'aime pas ça. Je suis pas un grand admirateur du pape Léon. C'est une personne très libérale et c'est un homme qui ne croit pas à l'arrêt du crime. C'est un homme qui ne pense pas que nous devrions jouer avec un pays qui veut une arme nucléaire pour pouvoir faire sauter le monde. Je ne suis pas un admirateur du pape Léon. Et selon le scénario Trump, passer du détroit d'Ormuz au pape ne demande qu'un très léger détour, pourvu que tout finisse encore par nourrir l'attaque politique habituelle. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.